Bonjour Astrid Panosyan-Bouvet, vous êtes la ministre du Travail et de l'Emploi. Merci de répondre à mes questions. Bonjour. Et aussi à celles des auditeurs. Puis il y en a un qui vous pose une question, c'est le patron du MEDEF. Il estime que le budget présenté hier va détruire des centaines de milliers d'emplois. Il utilise l'expression « tuer l'emploi ». Non, moi j'ai beaucoup d'estime pour Patrick Martin, à la fois parce que c'est le président d'une grande organisation patronale et aussi le patron d'une très très belle entreprise française dont on a besoin sur nos territoires. Je pense que de laisser filer la dette, c'est bon pour personne, y compris pour les entreprises. Et quand ce qu'on rembourse en dette représente maintenant 2 fois plus que le budget du ministère de l'Intérieur, presque l'équivalent de l'éducation nationale, ce n'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'en cas de choc externe, et on a vu sur ces 5 dernières années combien le pays ne pouvait être épargné, que ce soit sur la pandémie, que ce soit sur une guerre en Europe, en Ukraine, eh bien, on serait très mal préparé. Donc, c'est important aujourd'hui, très important, d'avoir ce budget qui à la fois augmente de manière ciblée, exceptionnelle, temporaire. Ce sera d'ailleurs inscrit dans la loi. Temporaire. Ouais, enfin, ça, il y a quand même beaucoup de Français qui vous écoutent et qui se disent on nous a déjà fait le coup. On nous a déjà dit que la CSG ce serait temporaire, oui. On nous a déjà dit que c'était ponctuel pour les retraites. C'est-à-dire que ce sera écrit sur l'augmentation exceptionnelle et temporaire sur les grandes entreprises bénéficiaires. Ce sera au plus tard jusqu'en 2026. Ça veut dire que le gouvernement qui voudra continuer, il devra retourner devant l'Assemblée nationale. Mais les aides promises aux entreprises, notamment sur les bas salaires, les baisses de charges, on en termine avec 30 ans de baisse de charges sur les bas salaires, par exemple. Non, d'abord, on n'est pas en train d'en terminer. Il faut quand même... Effectivement, il y a 30 ans, on a fait le choix, parce que c'était un vrai chômage de masse, de se dire qu'il faut aider au recrutement des moins qualifiés et donc baisser les charges sur le travail peu qualifié. Résultat, 30 ans après, d'abord, c'est une politique qui est très coûteuse. On parle de 80 milliards d'euros d'aide sur les allègements généraux. Ça a augmenté de... Donc ça, c'est quand même un point important. Donc ça, il faut que ça cesse, d'après vous? Non, je ne dis pas qu'il faut que ça cesse, mais il faut peut-être le reconsidérer au regard aussi de la situation financière. Et puis, ça a commencé à créer des trappes à bas salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patron qui veut pousser le salaire de quelqu'un parce qu'il veut le retenir, ça lui coûte cher. Donc, pour désmicardiser... C'est exactement le sujet de la désmicardisation que Gabriel Attal a voulu pousser dans le débat public, et c'est une excellente chose. Sauf que, il y a aussi le bébé qui est jeté avec l'eau du bain. Et en l'occurrence, ce sont les apprentis, notamment. La question de l'apprentissage, la baisse des aides à l'apprentissage. Je voudrais que ce soit Amandine directement qui puisse vous interroger. Bonjour Amandine. Bonjour, Amandine, vous nous avez appelé au 32-16 ce matin. Vous êtes dans la Somme, chef d'entreprise, une TPE, puisque c'est une auto-école. Vous vouliez recruter, je crois, en contrat de professionnalisation. Expliquez-nous, la ministre vous écoute. Bonjour Madame la ministre. Bonjour Amandine. Bonjour, je me permets de vous appeler. En fait, j'ai effectivement le souhait de recruter un jeune en contrat pro sur 18 mois et malheureusement, l'aide des 6 000 € n'est plus d'actualité. Et sans cette aide, je ne peux malheureusement pas financièrement recruter ce jeune qui me permettrait de remplacer ma salariée qui part à la retraite. Comment on fait, Madame la ministre ? Comment on fait ? D'abord, il faut voir quel était le niveau de... On avait 6 000 € de prime d'aide à l'embauche. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, ça dépend de quel type de contrat d'apprentissage Amandine parle. Est-ce que c'est un bac pro ? Est-ce que c'est un bac plus 2 ? Est-ce que c'est une licence ? Voilà, ça dépend aussi de ce genre de sujet. Amandine, dites-nous d'ailleurs. C'est pour un contrat pour devenir enseignant de la conduite. En fait, c'est un contrat de professionnalisation. Le jeune n'a pas l'équivalent du bac, en fait. Et ça lui permettrait justement d'obtenir en plus cette équivalence. Donc en plus, c'est de la formation. Donc c'est de la formation, et je pense que ce qu'on est en train d'envisager, ça ne remettra pas en cause la logique de l'apprentissage. Vous savez, je pense qu'il y a quand même eu, de manière générale dans notre pays, et c'est bien qu'on ait ce débat aujourd'hui, tous sur la question du budget, il y a quand même un vrai sujet d'addiction générale à la dépense publique. Vous regardez l'apprentissage, lequel on a réussi une vraie révolution culturelle. On regardait les modèles suisses et allemands. Aujourd'hui, on a un niveau de soutien public à l'apprentissage par apprenti qui est supérieur à l'Allemagne et qui est équivalent à la Suisse. Vous dites à Amandine, en gros, faites aussi vous l'effort, oubliez les béquilles de l'État. Non, il n'y a pas de béquilles, ça veut dire qu'on va continuer à la fois à financer les aides à l'embauche. Je ne dis pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Au contraire, on va continuer avec un effort important qui sera bien supérieur à ce qu'on a pu connaître les dernières années, et on va continuer aussi le financement, parce qu'il y a l'aide
pour Amandine, mais il y a l'aide du financement de la formation de cet apprenti. Alors, il y avait 2 aides, vous le dites. En effet, il y a l'aide à l'embauche. Les 6 000 €, ça c'est niet. Non, c'est pas 6 000 €, c'est pas niet. On va voir comment moduler. Ah ça, je veux tout à fait le dire et rassurer vous entendez Amandine. Ça, Amandine? Oui, je veux tout à fait rassurer Amandine. Les 6 000 €, c'est pas niet. On va moduler. Voilà. Et puis, il y a le financement de la formation de votre apprenti qui va continuer. Qui va continuer à être pris en charge. Qui va continuer à être pris en charge à hauteur des montants. Après, il y a un vrai sujet, mais qu'on ne peut pas regarder sur le budget, qui est aussi le pilotage de tous ces financements de la formation par plus de qualité, pour bien s'assurer que les jeunes qui vont dans ces formations sont assurés d'avoir une bonne insertion professionnelle après. Mais ça, c'est un travail en deuxième temps que j'aimerais entreprendre et avec les organisations patronales, syndicales et avec les parlementaires intéressés sur ce sujet. Alors justement, les organisations syndicales, il y aura tout à l'heure la secrétaire générale de la CFDT qui sera mon invitée à 8h30, Marie-Lise Léon. Vous lui demandez notamment de revoir l'assurance chômage avec des mesures qui concernent les seniors, un départ à la retraite progressive. Qu'est-ce que vous leur demandez aux syndicats ? Alors, moi, j'ai envie de faire confiance, comme Michel Barnier, le Premier ministre, au dialogue social. Et donc, on a un vrai sujet aujourd'hui parce que la bataille de l'emploi, elle n'est pas terminée et certainement pas pour les seniors qui ont l'impression de se dire qu'ils n'ont plus leur place dans le monde du travail, passé 50 ans, passé 55 ans. C'est un défi majeur et je pense qu'il faut qu'on regarde à la fois les reconversions, les entretiens de mi-carrière pour se dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je peux tenir sur un métier qui est pénible. Les discriminations, aujourd'hui, vous avez 3 fois moins de chances d'être embauché, d'être convoqué même à un entretien de recrutement quand vous avez plus de 50 ans. Et puis, il y a le sujet des retraites progressives, c'est-à-dire de pouvoir partir progressivement à la retraite en associant travail à temps partiel et retraite. C'est ce que font beaucoup de pays du Nord qui ont réussi le défi du travail des seniors. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on regarde avec les partenaires sociaux. À reprendre la copie des syndicats ? Alors, il faut que ça reste dans l'épure de l'équilibre budgétaire. C'est ce qu'a souhaité aussi des équilibres financiers. Donc, vous leur donnez une enveloppe. Dans cette enveloppe, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Il faut en tout cas... et j'ai envie de faire confiance. Non, mais j'ai envie de faire confiance, en fait. Je pense que l'apaisement, ça a aussi une valeur. Et plutôt que d'être dans l'à-coup et dans la verticalité, être dans l'apaisement et l'anticipation... C'est aussi quelque chose de bien. Il y a un point également qu'un certain nombre de patrons vont sans doute trouver douloureux, c'est la question de la prime sur le partage de la valeur, autrement appelée prime Macron. Si j'ai bien compris dans le détail de ce budget, ce qui permettait aussi de booster un peu le pouvoir d'achat des salariés, ça va coûter finalement plus cher quand ça sera versé par l'entreprise. Alors, parce qu'effectivement, c'était avant exonéré d'un certain nombre de charges et ça le sera. Mais ça permettra aussi, parce que c'était une demande notamment des syndicats, d'être moins dans l'arbitrage entre salaire et prime. Ce que demandent aujourd'hui les salariés, c'est moins la prime que du salaire sonnant et trébuchant à la fin du mois. Et c'est aussi ce qu'il faut qu'on regarde. Je suis bien d'accord et je me souviens bien que les syndicats avaient dit oui, mais à chaque fois on permet des primes, mais les primes c'est pas une augmentation de salaire. Mais est-ce que à l'inverse, en réduisant la possibilité de donner cette prime, ou en tout cas en rendant les choses moins faciles pour l'entreprise, est-ce que vous aurez des garanties qui vont augmenter les salaires de l'autre côté ? Ça, c'est des sujets qu'il faut qu'on regarde. C'est pour ça que j'ai dit que je serais la ministre des gens qui travaillent, qui cherchent du travail et des entreprises qui créent de l'emploi, parce qu'il y a un sujet effectivement de salaire. C'est le sujet de la désmicardisation, c'est le sujet du temps partiel subi. 80% des personnes qui travaillent à temps partiel, c'est des femmes. Et c'est aussi le sujet... Il faut bien savoir que sur le SMIC, 1/3 des personnes qui sont au SMIC le restent des années et des années et des années. Et c'est ce sujet-là qu'il faut qu'on regarde pour donner de la progression. Je me dis, vous qui avez été une des macronistes de la première heure, une des fondatrices d'En Marche, au fond, Emmanuel Macron, c'était on va surtout aider les entreprises. On tourne cette page. Non, on va d'abord aider le travail. Il y a des années, on parlait du chômage de masse qui gangrénait la société française. On a un taux de chômage qui a baissé, qui reste plus élevé que la moyenne de l'Union européenne, plus élevé sur les jeunes et les seniors. Donc la bataille, elle n'est pas derrière nous. Mais la bataille, c'est celle du travail pour aussi financer et les investissements d'avenir et notre modèle de protection sociale. On le voit bien avec le débat aujourd'hui. Merci Astrid Panosyan-Bouvet d'être venue répondre à mes questions, à celle d'Amandine également que je remercie pour son témoignage. Vous êtes la ministre du Travail et de l'Emploi.